tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Expresso de Rassemblimo. On est mardi matin, il est 9 heures, on est le 30, je pense, novembre. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode en votre compagnie. Encore une fois, merci beaucoup de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vois que le live s'est bien lancé dans notre groupe Rassemblimo. Profitez-en pour nous faire un coucou en commentaire et me dire que vous êtes avec moi et mon invité ce matin. Je vais couper le son sur mon téléphone. Voilà. Encore une fois, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. On a déjà notre invité pour la semaine prochaine. Ensuite, il me semble qu'il ne nous restera plus qu'un numéro de l'Expresso de Rassemblimo en 2021. Et puis, ce sera l'heure de la coupure. Mais ce n'est pas encore l'heure de couper. On tient bon encore. Il reste encore 3 semaines avant les fêtes. Donc, on va s'accrocher. Je vois que vous êtes déjà une dizaine à être connectés. Je vous rappelle les petites règles d'usage. Pensez bien à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de ce live pour autoriser Facebook à afficher votre nom et votre photo de profil quand vous interagissez avec nous. Sinon, je me retrouve comme ça avec des Facebook users. Et voilà, et moi, Facebook user, je ne sais pas qui c'est. Alors, j'ai beau regarder du coup après sur mon téléphone, mais ce n'est pas très pratique. Et je sais que c'est Frédéric. Donc, salut Frédéric Fiol, salut Stéphane. Salut Simon, Aline, voilà tous ceux qui viennent de se connecter. Mais cliquez sur ce fichu lien dans le descriptif du live, comme ça je saurai à qui je m'adresse pendant l'échange que l'on va avoir pendant ces 30, 40 prochaines minutes que l'on va passer ensemble avec notre invité. Voilà, vous êtes une quinzaine à être connectés. Je vous propose qu'on démarre ce live. Salut à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Je suis ravi d'accueillir ce matin Myriam. Myriam, est-ce que tu peux t'as vu, j'ai parlé longtemps. Myriam, est-ce que tu peux te présenter pour les conseillers immobiliers, agents immobiliers qui nous écoutent le temps de ce live? Bonjour à tous. D'abord, merci Sébastien pour m'avoir proposé d'être avec vous ce matin. Bonjour à ceux qui nous écoutent. Je me permets de dire bonjour à Frédéric Fiol parce que comme tu viens de le nommer, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ouais. Donc, qui suis-je? Une Italienne amoureuse de la France qui a quitté son pays il y a presque 20 ans et qui s'est installée ici par le biais de l'immobilier, qui a été depuis toujours mon domaine d'activité. J'ai géré une agence immobilière en Italie pendant presque 15 ans. Et après, soucieuse de m'ouvrir à d'autres opportunités, j'ai croisé la route de ceux qui ont lancé le MLS ici en France. Le concept m'a plu, séduite, et ça a été la raison pour laquelle j'ai quitté mon pays, mon agence, ma famille et tout ce qui allait avec. Et je me suis installée à Nice et j'ai continué ma carrière dans le domaine de l'immobilier. J'avais eu également la chance en Italie déjà de faire partie d'une association de femmes qui se réunissent autour d'un concept fédérateur qui a comme finalité première celle de partager nos parcours, nos connaissances et nos compétences. Et j'avais besoin de retrouver ce dynamisme associatif et aussi de créer quelque chose par moi-même pour m'approprier quelque part de ma nouvelle vie. Et donc aujourd'hui, je suis également présidente d'une association qui s'appelle Femmes Immo Attitude, dont j'espère qu'on aura l'occasion de parler un peu plus tard. Bah, carrément, c'est le but en tout cas de ta venue ici. Je n'avais pas forcément toute l'histoire, donc voilà, vous l'avez compris, Myriam du coup est à Nice. Donc on fait ce live par appartement ou maison opposée, mais en réalité on est sur la même commune. Myriam, c'est intéressant ce parcours. Déjà, je ne savais pas, donc tu as eu une agence pendant 15 ans en Italie. C'est quoi la différence aujourd'hui entre l'immobilier italien et français? Tu étais près de chez nous quand même? Tu n'étais pas loin de la frontière ou tu étais vraiment ailleurs en Italie? Alors, moi, j'avais mon agence avec mon père dans une ville à quelques kilomètres de Côme, entre Côme et Milan, pour le situer sous la carte géographique. Oui. Je suis arrivée dans l'immobilier par hasard, tout simplement et tout bêtement. J'ai fait des études d'école supérieure avec une filière tournée vers le commerce international.
études qui m'ont donné la possibilité d'étudier le droit pendant 5 ans et aussi les langues étrangères. Et mon père, après 6 mois de recherche de ma part d'un premier job sans rien trouver, il m'a dit ma cocotte, ça suffit, tu viens travailler avec moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de l'immobilier, à savoir qu'en Italie, il y avait déjà, à cette époque-là, donc en 97, l'obligation d'avoir l'équivalent d'une carte T. Pour tout le monde. Donc, celui qui devait... voilà. Donc, ça, déjà, c'est une première différence par rapport au système français. Et le fait que j'avais étudié le droit pendant 5 ans, dans le cadre de mes études, me donnait cette possibilité d'accéder à la carte T italienne. Donc, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Après, je dirais qu'il y a des différences, qui reposent sur la législation tout court. Le métier est le même, dans le sens que forcément, il y a ce concept d'entremise qu'on retrouve dans les deux pays. Quelques différences, qu'est-ce que je peux penser? Tout d'abord, le concept lié à la rédaction du compromis. Le compromis, en plus, en Italie, tu as un acte qui est enregistré. C'est l'agence immobilière qui doit enregistrer le compromis en espèce de... c'est pas vraiment les hypothèques, mais c'est un bureau qui dépend du ministère des Finances. L'acompte et dépôt de garantie peut être encaissé par le vendeur. L'agence n'a pas de compte garant, si vous voulez, de compte séquestre. Ça se fait pas. Et ça, c'est quelque chose qui peut forcément déranger un client français qui achète en Italie, qui se sent quelque part moins protégé, en ayant l'habitude à ce que ce prix soit, la plupart des fois, récolté par le notaire. Donc ça, c'est un point important à garder en tête quand on a affaire avec une clientèle italienne, par exemple. La répartition des honoraires, même si au final, la mathématique fait que ça revient au même, mais dans les usages, c'est l'acquéreur et le vendeur qui se partagent les honoraires d'agence, qui sont de 3% en moyenne pour chaque partie. Donc, au final, on retrouve le barème de 6% imposé aux clients vendeurs ici en France. Mais en Italie, on a les deux factures et surtout un prix de vente affiché qui est un prix net. Donc, les honoraires sont toujours affichés à part. Myriam, du coup, tu disais que ta venue à Nice est liée au MLS. Peut-être qu'on peut en parler très rapidement. Après, je veux vraiment qu'on parle de Famimo Attitude. Oui. Pour revenir sur le MLS, parce qu'on a déjà fait un live sur l'intercabinet, etc. Et ici, on a une audience très nationale en France. Donc, le MLS, moi, ça me parle beaucoup en tant que niçois. Oui. Parce que c'est vrai que c'est un peu le berceau de cet intercabinet, de cette interagence. Même s'il porte le nom de l'interagence, on va dire, historique. Américaine, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, vraiment très rapidement sur ce qu'est le MLS, et ensuite sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, juste on te parle du MLS et tu débarques à Nice, c'est aussi simple que ça? Alors, donc effectivement, le MLS, non raccourci, mais c'est MLS Côte d'Azur. C'est le nom d'une association qui est effectivement basée ici à Nice, mais qui opère aujourd'hui dans le 06 et également un peu dans le 83. C'est une association qui fédère des agences immobilières autour d'un partage des mandats exclusifs. La force de cette association est que derrière, il y a une structure avec une animation qui est très bien pensée et active. Il y a surtout des règles. Il y a un règlement intérieur auquel tout le monde peut se référer et qui détermine et explicite de manière exhaustive
tous les cas de figure, pour que justement la collaboration entre professionnels soit la plus transparente et facile possible. Alors, j'aborde de suite le sujet qui fâche parce qu'il ne faut pas quand même cacher des choses à ceux qui nous écoutent. Il faut savoir que il se trouve qu'aujourd'hui, je suis mariée à celui qui a fondé le MLS Côte d'Azur il y a 20 ans. Donc voilà, Jean-Laurent Lepeu et mon mari. Ce n'est pas pour autant que je parle autant bien du MLS, parce qu'à l'époque, quand je n'ai fait la connaissance, voilà, déjà, je n'avais pas encore rencontré Jean-Laurent. Pourquoi ce concept m'a séduite? Parce que j'ai connu justement la pratique de ce métier que c'est un métier que j'ai découvert par hasard, mais que j'ai aimé depuis le premier jour et que j'aime autant aujourd'hui. Et le fait de s'ouvrir justement à la collaboration avec les collègues et les confrères, faire en sorte que ce travail d'équipe nous pousse tous à être plus stricts, plus rigoureux, plus engagés, plus apporteurs de valeur pour nos clients. C'est quelque chose qui, pour quelqu'un qui a pratiqué l'immobilier sans avoir l'accès à ce fichier commun, sans avoir accès à ce cadre de règles, pour moi a été la réponse à tous mes casse-têtes du quotidien. Ok, donc le MLS, donc tu débarques à Nice un peu pour le MLS, mais pas que, ou après, dans la chronologie, je ne sais pas comment ça se fait. Plus ou moins en même temps. C'est pas le sujet. Donc voilà, aujourd'hui au moins on a clarifié, donc tu parlais de ton implication aussi du coup dans le MLS Côte d'Azur, qui est un, moi je le dis comme je le pense, moi j'ai démarré dans l'immobilier en 2006 et je pense que donc le MLS existait déjà. Myriam? Donc ils ont fêté cette année les 20 ans. Voilà, c'est ça. Donc, ça existait déjà et l'agence dans laquelle je travaillais était une des premières adhérentes au MLS, c'était l'agence Océlie Immobilier à l'époque. Et donc, on avait effectivement cette culture de l'intercabinet, de l'interagence qui était déjà très prégnant dans l'agence. Donc, on a toujours été des ardents défenseurs de ce truc-là, qui fait office, quand on regarde la carte nationale, un peu de village d'irréductible gaulois, où à l'ère où plein d'autres intercabinets existent partout sur le territoire national, etc. On a cette particularité dans le 06 de cette intercabinet très forte, parce que tu as le pourcentage d'agences adhérentes au MLS. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, parce que voilà, moi je suis un usager du MLS et je n'ai pas de casquette proprement dite au sein de l'association. Je pense qu'aujourd'hui, il y a presque 500 agences, ou un peu plus de 500 agences, ça doit être un peu ça dans les… Voilà. Sur le 06. Sur le 06, et il y a aujourd'hui un petit groupement, je pense qu'ils sont une vingtaine dans le Var. Ok, ça doit représenter à peu près 30%, je dirais, des agences du 06 ou quelque chose comme ça, à mon avis, en termes de pénétration du marché. Je pense, il me semble qu'il doit y en avoir 1500 sur le 06. En tout cas, on referme la parenthèse du MLS, mais ça explique. Oui. On est en train de parler du parcours, mais du coup, on a l'explication du pourquoi l'arrivée sur Nice. Qu'est-ce qui se passe entre cette arrivée sur Nice et l'association Famille Attitude? Il se passe plein de choses en tant qu'agent immobilier niçois, j'imagine. Disons que oui, ça se passe plein de choses. Ça se passe déjà la volonté d'apprendre les différences, de m'appuyer sur justement ce que j'avais connu ailleurs, me remettre en cause également. Me défaire d'une certaine façon de travailler pour m'adapter au marché local, mais en même temps de m'appuyer sur ce qui avait été mon expérience pour voir ce que je pouvais en tirer et comment profiter de cette double expérience. La multiculture également, parce que c'est vrai qu'on est proche, mais on est aussi différent.
Et je suis quelqu'un qui tient beaucoup aux relations humaines. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, la relation aux autres. Et je crois pouvoir dire que le fait d'avoir vécu quelque part ce besoin de faire preuve d'humilité également, de dire je connais une certaine façon de faire qui repose sur la culture qui est la mienne, l'éducation qui est la mienne. Aujourd'hui, pourtant que je puisse imaginer qu'il y a beaucoup de bons, voilà, il faut prendre du recul et voir comment les autres agissent et interagissent. C'est surtout ce cadre-là qui m'a amené aujourd'hui à migrer sur des fonctions un peu, surtout de back-office et de management au sein de l'entreprise que je gère effectivement avec mon mari et un troisième associé. Parce que, encore une fois, je disais, je considère vraiment le métier d'agent immobilier comme un métier noble. Oui, je sais, Non, mais je réagis parce que de mes missions, c'est que les gens prennent conscience de la noblesse de ce métier. Donc, bon, après, je suis une naïve optimiste, donc parfois ça me joue de tour. Mais c'est vraiment comme ça que je considère le métier parce que c'est important d'en avoir conscience. On ne vend pas de produits de consommation. Quand on a affaire à des clients, il s'agit de leur maison, de leur nid, de leur projet, de leurs économies d'une vie, d'une histoire de famille. Et je tiens à ce que mon équipe ait ce principe-là clair en tête à chaque fois quand le matin, il passe la porte de l'agence ou il rentre en visite avec des clients. C'est aussi un métier qui détermine la capacité à avoir différentes casquettes, différentes compétences. Il faut savoir, il faut connaître plein de choses. Et c'est justement le lien qui se fait à l'association et va de soi. L'association, juste pour peut-être enchaîner et comprendre pourquoi pour moi les deux aventures sont liées et pourquoi ma vie d'entrepreneuse au sein d'une agence immobilière profite à l'association et je considère que l'association profite à mon parcours en tant qu'entrepreneuse. On parlait du fait d'être humble. On ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout maîtriser. On doit être conscient qu'il faut faire l'effort de s'engager dans cette formation perpétuelle. Mais pour moi, le plus important est de savoir reconnaître le moment où il faut s'arrêter pour passer la main. Ça vaut au sein d'une équipe, la capacité de s'arrêter et dire attention, là, j'arrive plus, j'ai besoin d'un collègue. Attention, là, j'arrive plus, j'ai besoin que ma direction me supporte, m'accompagne. Et cela, ça vaut aussi dans l'exercice de notre métier d'agent immobilier. On est confronté à tellement de domaines, oui. Que ce soit sur un plan fiscal, juridique, technico-pratique, urbanistique, etc. Et je ne vous apprends rien. Que bien évidemment, plus nous disposons de connaissances, plus on peut être comme ça, comment dire, éveiller et détecter les points de faiblesse sur un dossier, parce qu'il y a des choses qui nous sautent aux yeux, nous font nous dire, aïe, là, il faut que je fasse attention. Autant avoir un réseau de confiance qui n'est pas un réseau business, pas que business, mais peut me permettre en toute sécurité de dire, là, j'ai besoin de passer la main. J'ai besoin d'un syndic, j'ai besoin d'un avocat, j'ai besoin d'un diagnostiqueur, j'ai besoin d'un architecte d'intérieur, etc., etc. J'améliore le confort de mon travail, j'apporte un service complémentaire à mon client. Et Famimo, si vous voulez, repose exactement sur ce principe-là. On a toutes des... Pardon. Moi, je peux t'arrêter juste là? Oui, bien sûr. Non, mais... Je te laisse parler et Non, mais il faut parce que je peux être dangereuse sinon. Mais justement, tu allais justement passer sur Famimo et je voulais juste m'arrêter sur ce que tu disais avant parce que je trouvais ça vraiment très intéressant et je voudrais vraiment qu'on reste sur ce point-là. Je voudrais avoir ton avis là-dessus. Tu vois, hier, j'étais en coaching avec un conseiller immobilier
Et tu sais, quand tu démarres, quand tu es dans tes premiers mois d'activité, etc., tu as envie de te sentir suffisamment crédible et légitime et tu cherches plein d'informations sur plein de sujets, des sujets connexes à ton métier premier, etc. Donc, tu veux te rendre, tu vois, tu parlais d'urbanisme, tu parlais de, je sais pas, de pathologie du bâtiment, tu parles de travaux, etc., etc. Et j'ai senti cette volonté d'apprendre plein de nouvelles choses pour être se sentir suffisamment crédible et légitime. Et même si souvent je grossis volontairement le trait quand je suis en coaching pour faire réagir sur des sujets, mais ma première réaction, ça a été de dire, mais tu sais, tes clients, ils ne t'attendent pas fondamentalement là-dessus. C'est-à-dire que, encore une fois, on nous pardonne beaucoup moins l'erreur que l'absence. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que tu sois dans cette idée d'accompagnement de tes clients, très présent, dans du suivi de proximité, très humain, etc., etc. Et quand tu ne sais pas, ben, tu ne sais pas. Et il y a des gens dont c'est le métier. Et c'est vrai qu'on est dans un paradoxe entre ce métier qui regroupe tous les domaines que tu as cités tout à l'heure. Donc, on voudrait pouvoir maîtriser beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, alors qu'on a des gens plus experts que nous dans certains de ces domaines-là. Comment est-ce que toi, tu vois les choses par rapport à ça? C'est où la limite, en fait? Ben, je rejoins ton raisonnement, le fil de ton raisonnement, dans le sens que il y a une différence entre comprendre qu'il y a effectivement le besoin d'aller plus loin sur un dossier, sur un point précis, et savoir le maîtriser. C'est pas pareil. Il y a une chose qui est fondamentale dans la relation commerciale, et de savoir dire non. Et de savoir dire, là, sur ce point, j'ai pas de réponse. C'est pas mon domaine. Je ne saurais pas vous apporter un bon service si je me lançais dans des hypothèses. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas faire est de laisser le client seul face à la problématique, ou alors, et encore pire, faire semblant que le problème n'existe pas parce que nous, on ne maîtrise pas la solution. Et ça, c'est là le piège. Et c'est là pour moi toute la différence entre un vrai professionnel et quelqu'un qui, quelque part, s'improvise. Donc, même le débutant, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut se concentrer sur le cœur du métier. Qui est déjà assez conséquent en termes justement de maîtrise de différents aspects. Par contre, au fil du temps, ben, je me dis, on se doit d'avoir cet esprit un peu d'ouverture pour petit à petit grandir, s'améliorer, etc. Mais surtout, voilà, avoir cette capacité de détecter et de ne pas se dire cette chose-là ne rentre pas dans mon cœur de métier, justement, je ne m'en occupe pas, on verra après, on laissera faire les notaires. Non, on anticipe et on accompagne. 100% d'accord. Je pense que ce que tu nous dis là, c'est que en tout état de cause, tu dois être en mesure de discuter avec les professionnels en question et de savoir qu'on ne te raconte pas la messe. Et ça, c'est valable comme tout entrepreneur, y compris dans mon aventure entrepreneuriale à moi. Tu ne peux pas gérer 100% des aspects, depuis la comptabilité, en passant par le site internet, en passant par le coaching, en passant par… Mais au moins, quand tu discutes avec des prestataires, des collaborateurs, etc., bon, bah, tu peux à un moment donné savoir de quoi on parle, savoir de quoi il en ressort et savoir si on te raconte la vérité, pas la vérité, ou jusqu'où le truc. Et je vois que le conseiller immobilier en question dont je parlais est en train de nous écouter, donc je lui passe un petit coucou. Il s'est reconnu. Du coup, Myriam, tu nous disais que cet aspect-là, d'avoir besoin des autres ou d'être accepté de dire je sais pas, ou ce côté entraide, etc., c'était aussi le socle de Famille Moi Attitude? Tout à fait. Moi, je te remets le lien là où tu étais arrêté. Oui. Donc, Famille Moi Attitude, effectivement, c'est une association, encore une fois, qui fédère des professionnels ayant des métiers liés à l'industrie immobilière et à tout le projet de vie d'un bien. Donc, on imagine toutes celles qui interviennent pour que le projet voit le jour, pour que ça perdure, pour que ce soit commercialisé, etc. etc. Donc, pour faire des exemples très pratico-pratiques, du chasseur de foncier au quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, un promoteur, géomètre, architecte, que ce soit DPLG ou d'intérieur, les marketeurs de l'immobilier, les agents immobiliers, commercialisateurs en sens large,
avocats, notaires, syndics, diagnostiqueurs, experts immobiliers, homestagers, etc., etc. Donc, la volonté est effectivement celle de créer des moments de partage pour qu'on puisse apprendre plus sur le métier des professionnels que nous avons en face. Le principe de base est aussi un principe, si vous voulez, de bienveillance. Combien de fois, quand on a dû justement interagir avec des métiers complémentaires aux nôtres, on avait un peu cette angoisse de dire ça va pas assez vite, mais il avait que à faire ça. Et voilà, et les syndics ont cette casquette, les avocats n'en parlent pas, les notaires, oh là là. Et ça, c'est quelque chose qui nuit à tout le monde, parce que ce regard a priori ne fait que complexifier les rapports, les relations. Très souvent, moi, ce que j'ai constaté au sein de l'association, et quand on organise nos soirées à la découverte d'une profession, il y a une des adhérentes qui est mise à la une et qui peut venir nous parler justement de son métier, de quoi il s'agit, les études, le parcours, les obligations, la valeur ajoutée, les interactions avec les autres. Très souvent, on découvre plein de choses dont on ne se doutait pas. Et quand on met en plus un visage sur un métier, un visage sympathique, parce que forcément nos adhérentes sont que des femmes charmantes, n'est-ce pas? Et bien d'un coup, la pression tombe et les relations s'améliorent. Il y a un autre aspect qui pour moi est fondamental, et ça rejoint aussi la façon dont je manage mes équipes au sein de l'agence, c'est le parcours personnel. Bien évidemment, la vie privée de chacun est sacrée, donc c'est pas comme si on a l'obligation de déballer notre vie privée au sein de l'association, mais la façon dont nous agissons repose forcément sur qui nous sommes, sur le parcours que nous avons fait, les difficultés que nous avons dû éventuellement surmonter. Et surtout dans une réalité comme celle qui est la nôtre, où on ne parle que sur les réseaux sociaux, par exemple, on affiche beaucoup plus volontiers nos réussites, nos biens vendus, nos avis clients à 5 étoiles, etc. Et on ne parle pas de la partie cachée de l'iceberg. Alors que c'est bien évidemment la partie cachée de l'iceberg qui nous donne de la force, qui nous fait avancer. C'est là où on découvre que voilà, on a pu surmonter telle situation. Et la partager et faire savoir aux autres que nous aussi, on a eu des galères, donne aussi de la force, donne de l'aspiration. Et ça, c'est une des autres piliers de Femimo. Ça fait combien de temps que l'association existe? 7 ans. 7 ans, je l'avais vu naître à l'époque sur Nice. Aujourd'hui, donc l'association, elle est locale par chez nous, à Nice. Elle a des velléités de se développer un petit peu ailleurs? Alors, on y travaille assidûment. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'association est basée à Nice, fondamentalement avec des adhérentes niçoises, mais également avec des adhérentes sur Cannes, Grasse, Antibes, enfin un peu la partie ouest. Et là, normalement, si tout va bien, avant la fin de l'année, on devrait avoir notre première antenne hors département avec une section dans le 34. Et là, donc l'Hérault, et là aussi, c'est une histoire de rencontre, encore une fois. Je voudrais qu'on revienne sur deux choses. On va rester là sur le développement, mais après, je voudrais qu'on revienne sur le cœur de l'association, de ce que fait l'association. Donc, si on est intéressé à développer une antenne, comment ça marche? Parce que tu parlais que c'est une rencontre. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est pas n'importe qui peut le faire? Comment est-ce que tu vois le truc? Alors, c'est un peu les deux, dans le sens que, bien évidemment, on est tout à fait ouverte, et au contraire, on serait flatté de recevoir des
des contacts ou des demandes d'informations de la part de femmes qui aimeraient se lancer dans cette aventure en dehors du département 06 et du train 4. Pourquoi? Parce que tout simplement, on croit dans notre concept et on serait ravis de pouvoir accompagner d'autres femmes à s'inscrire dans cette démarche associative. Après, alors, juste pour remettre aussi un peu un cadre, qui peut être en femme IMO? Bon, par définition, il faut être une femme. Et si tu veux, je répondrai aussi à la question pourquoi que des femmes. Voilà. Il faut avoir un métier de service lié à l'industrie immobilière. On a pris le parti de effectivement s'adresser à la composante service et pas commerce. Donc, par exemple, on ne peut pas avoir dans l'association des dames qui ont un magasin de carrelage. Okay. Donc, on pourrait imaginer qu'il y a toute cette filière-là aussi. On a pris le parti de ne pas élargir pour pouvoir rester un peu focus sur une certaine façon de concevoir le projet immobilier. Être en activité, tout simplement, ou alors faire des études liées à la profession qu'on souhaite devenir la nôtre à la fin des études. Okay. Et dans ce cadre-là, il y a aussi une forte remise sur la cotisation. Voilà, la cotisation, merci. Parce que justement, l'idée est celle d'interpeller également les étudiantes pour que les seniors soient aussi un peu mentors et référentes pour celles qui souhaitent se lancer. Après, je dirais que c'est une question d'adhésion à la philosophie. Hein, mais ça, on le voit, franchement, c'est assez facile. C'est assez facile parce que quand j'explique qu'est-ce que c'est Femmes IMO, comment on fonctionne, ça m'est arrivé de temps en temps d'avoir des objections et de quelqu'un qui me dit « mais franchement, je ne comprends pas ce que l'association peut m'apporter ». Moi, tout simplement, je réponds « c'est parce que ce n'est pas pour vous ». Parce que s'il faut vous l'expliquer à ce point, tout simplement, on n'a pas le même regard. Il n'y a pas de jugement dans ma phrase. C'est juste que l'associatif, par définition, c'est avant tout donner de soi. Donner de son temps, donner de son expérience. Et après, si on se met du bon côté de la pièce et on regarde les choses du bon côté, forcément, il y a des choses qui reviennent à retour. Il y a, dans l'association, il y a proscription de démarchage commercial au sein des adhérentes, par exemple. Ça plaît pas, c'est comme ça. Ok, là, je pense qu'on touche un point qui est important à préciser. Du coup, j'ai vraiment noté les points de la mission de l'association, c'est l'acculturation à d'autres métiers, mieux comprendre l'autre, mieux adresser les problématiques de nos consoeurs, enfin de vos consoeurs sur des domaines très spécifiques, de l'entraide, de l'inspiration, etc., etc. Là, le point que tu touches ici, c'est donc, en gros, pas de business assumé au sein de l'association, comme ça peut l'être dans d'autres associations business. Hein. Elle aurait pu être une association de business, mais ça ne l'est pas. Je ne peux pas croire non plus qu'il n'y a pas des relations business qui se créent au sein de l'association. Au contraire. Voilà. Mais ça n'en est pas l'objet. C'est ça que tu veux nous dire. Exactement. Ça n'est pas l'objet. Et tu touches un point tout à fait important. C'est-à-dire que justement parce que nous n'avons pas l'obligation de faire de business entre nous, qu'on en a fait. Mais parce que justement, je parlais tout à l'heure de réseau et de réseau de confiance. Ouais. Et c'est là la différence parce que effectivement, j'ai pu découvrir ou côtoyer un tel professionnel. J'ai découvert son côté pro, mais je connais aussi son parcours. Je sais qui il est.
je sais comment elles fonctionnent, on adhère aux mêmes valeurs, on a une certaine vision du management d'équipe, des relations aux autres, de la vie d'entrepreneuse ou pas, parce que, encore une fois, voilà, la casquette de chef d'entreprise n'est pas une condition requise. Voilà. Moi, je dis qu'il faut être entrepreneuse dans l'âme et pas sur la carte de visite. Mais après, forcément, quand moi je le vois presque au quotidien, quand j'ai un besoin sur un dossier, j'appelle beaucoup plus facilement une femme IMO plutôt que quelqu'un d'autre. Si je dois recommander à un client un professionnel parce qu'il a un besoin spécifique, je sollicite en femme IMO avant tout. Mais je ne m'attends jamais à quelque chose en retour. Bien sûr. C'est ça qui est important. C'est pas parce que j'envoie un client que je dois me dire oh là là, la montre tourne, c'est quand mon tour. Absolument pas. C'est très clair sur ce point-là. Je vois que le temps passe vite. Tu as dit tout à l'heure que tu reviendrais sur ce point-là. Donc c'est toi parce que les bons commerciaux savent tuer dans l'œuf les objections avant même qu'elles arrivent. Tu vois. Je prends le compliment. Voilà, c'est ça. Et mon rôle est de la donner aussi en tant que porte-de-parole de ceux qui vont nous écouter. Peut-être, c'est pas un sujet pour moi, mais pourquoi que des femmes? Alors, si je devais faire, parfois je réponds tout simplement et pourquoi pas. Alors, pourquoi que les femmes? Parce qu'il fallait bien. Alors, juste en précision, quand je démarrais Famimo, je me suis amusée à faire un petit benchmark. Parce que pareil, je suis quelqu'un qui aime plutôt s'inscrire et apporter du soutien à quelque chose qui existe déjà et qui fonctionne bien, plutôt que de créer quelque chose from scratch. Et de faire les doublons, ça ne me plaît pas. Donc, j'ai commencé par là pour m'assurer que dans la région, au moins, il n'y avait pas une association homologue. Par contre, j'en ai trouvé plein d'autres. Et je suis remontée jusqu'à celle que j'ai repérée comme première association de femmes realtors, donc aux US, qui date de 1998. Bon, ils ont toujours un coup d'avance, les Américains, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça? Ça veut dire que le besoin des femmes de se retrouver autour d'une cause, c'est quelque chose qui est très ancien. Je suis également quelqu'un qui considère que la différence fait richesse. On est l'égalité entendue comme voilà, on est tous les mêmes. C'est pas quelque chose qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est justement les différences. Ceci dit, tant que femmes, nous avons un regard qui nous appartient. Parce que déjà, notre carrière peut être semée de situations personnelles, familiales qui ne sont pas celles des hommes. Parce que ces situations-là, on les vit de manière différente, parce que hommes et femmes sont différents. Voilà, c'est naturel, c'est ni mieux, ni moins bien, c'est juste différent. Et je considère que ce regard-là, cette façon d'apprendre les choses, méritait un lieu un peu d'exception pour que puisse s'exprimer. Il est vrai aussi, et je l'assume, mais je ne sais pas moi qui le dis, même si je suis très lointaine du concept des quotas roses, ce n'est pas quelque chose pareil qui me parle. Voilà. Mais c'est vrai que dès qu'on a besoin de donner la parole à des experts, et on le voit dans la composition des panels, dans toute conférence, on parle de rente pour en citer un tout dernier. Il y a cet équilibre-là, il n'y est pas. Alors, c'est pas parce que, et là encore une fois, c'est un réflexe et c'est légitime. Et c'est humain. Encore une fois, je ne porte pas de jugement. Mais depuis toujours, expert fait un peu plus l'équivalence avec un professionnel homme. Donc, je me dis,
il y a sans doute beaucoup de femmes qui auraient des choses à dire. Bien sûr. Faisons en sorte qu'il y ait un petit panier dans lequel, avec un peu plus de simplicité, on puisse aller piocher pour donner la parole aussi à des expertes féminines. Voilà. Si je peux rebondir juste sur ce point, sur ce dernier point, sur on va dire, le caractère expert, de donner la parole, etc. Tu vois, nous, on vient de finaliser les intervenants pour notre événement Rassemblimo qui aura lieu en mars là, 2022. Donc, une journée de conférence, effectivement. Et c'est vrai que j'ai cherché la parité. Donc, il y aura probablement la parité dans les intervenants. Et en même temps, tu vois, faire l'exercice de vouloir avoir la parité, c'est déjà créer un biais dans le sens où en fait tu te dis, ok, là il me faudrait une femme entre guillemets pour compléter le panel, mais en même temps je veux pas prendre quelqu'un qui serait moins intéressant que quelqu'un d'autre parce que le but quand même c'est que ce qui est dit doit être intéressant, etc., etc. Donc t'as pas envie de jouer le jeu uniquement pour la représentation et pas pour la qualité de ce qui va être dit. Ce qui pose effectivement la question sous-jacente que tu posais là, du vivier, c'est-à-dire de la visibilité que l'on va donner à l'ensemble du vivier pour que le choix de l'expertise soit pas du niveau d'expertise soit plus un choix. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais absolument. L'idée, c'est vraiment ça, c'est que plus on va donner la parole, plus on va élargir le vivier, moins se posera la question de dire je prends juste pour faire le quota et pas pour la qualité de ce qui va être raconté. Absolument, et c'est quelque chose qui m'insupporte dans l'idée. Non, j'ai en face de moi, voilà, le choix par défaut, c'est jamais un bon choix. Donc, je dois, et en plus, tant qu'organisateur d'un événement, mon rôle principal est celui effectivement de monter un panel de gens intéressants qui ont des choses pertinentes à dire parce que je dois satisfaire après mon audience. Donc déjà le fait de se poser la question et de se dire effectivement est-ce que j'ai le choix, c'est pour moi déjà le bon exercice à faire, mais après en toute transparence et en toute légitimité même, sur un domaine précis j'ai pas mon quota, j'ai pas ma parité, non, je vais pas choisir une femme moins compétente juste parce que sinon j'ai pas 5-5. Après, voilà, mais effectivement, le fait déjà d'apprendre à avoir cet exercice-là, c'est déjà une avancée énorme. Après, que chacun fasse son parcours. Il y a une jeune fille qui m'a écrit il y a 3 ans sur la boîte mail depuis Messenger de l'association, en me disant: je suis à mon année de bac, je dois faire mon choix pour la suite, je m'oriente vers l'immobilier. Est-ce que, tant que femme, j'aurai autant de possibilités de faire carrière? Bon, je me dis qu'elle est tombée sur la bonne personne pour avoir la réponse. Mais ça interpelle quand même. Bien sûr. Et bon, je vous passe tous les échanges qu'on a pu avoir, mais ce que je lui ai dit, je lui ai dit que il faut jamais que quelqu'un que tu considères qu'une porte te soit ouverte juste parce que tu es une femme, mais n'accepte jamais que la porte soit fermée simplement parce que tu es une femme. C'est là la différence. Par contre, encore une fois, la porte doit être ouverte parce que tu le mérites. Et là, c'est l'effort du travail, la récompense du travail. Après, ceci dit, et on conclura là-dessus, sur ce que tu évoquais, sur aussi cet espace que tu cherches à créer aussi pour elle. Tu parlais d'acculturation à l'autre, de compréhension de l'autre, tu parlais d'entraide par rapport à des problématiques spécifiques, etc. Ça a tout à fait du sens que le contexte que tu crées soit un contexte qui permette justement cette acculturation plus simple, cette connaissance de l'autre, cette parole libre, etc., etc. Ça me paraît tout à fait... tout à fait. Alors, qu'est-ce que nous dit Ori en commentaire? Ça interpelle aussi sur le fait de la manière dont certaines femmes se voient elles-mêmes. Mais bon, objet d'un autre podcast, un autre jour peut-être. Ouais. On en est déjà à notre deuxième podcast sur les femmes et l'immobilier. On continuera. On a tout à fait notre part de responsabilité. Hein. Attention. Alors, je comprends pas, je vois pas trop l'arrière, la pensée entre les lignes. Mais voilà, effectivement, on est responsable de ce que nous faisons, comment le faisons, absolument.
Myriam, est-ce que tu as, et là je te prends totalement en traître, une ressource à recommander aux gens qui nous écoutent, un livre, un podcast qui pourrait les intéresser? Alors, je l'ai, mais malheureusement, je ne suis pas certaine que c'est quelque chose qui a été traduit, mais peut-être ça peut inspirer. Ça peut inspirer et ça peut justement porter après sur aller chercher, pour aller chercher d'autres sources. Il y a quelques années de ça, j'ai rencontré la fondatrice d'un espace coworking italien qui s'appelle Pianucci, Plan C. Donc, Plan C, qui est l'opposé, quelque part, du plan A, la carrière, et le plan B, la famille. D'accord. Et cette dame, avec son associé, qui est un homme, a écrit un bouquin qui s'appelle MAM, Maternity as a Master. Ok. Et dans ce bouquin, ils expliquent le fait qu'on est éduqué, malheureusement, sans nous apprendre que, justement, tout ce que nous vivons dans notre vie privée peut être source d'inspiration et détermine des connaissances que nous pouvons transposer dans l'entreprise et dans la relation à l'autre. Et cela surtout quand on est parent. Le fait d'être parent, que ce soit pour un homme ou pour une femme plus, parce que forcément la grossesse, l'allaitement, etc., parfois c'est un frein ou au minima un halt dans la carrière. Imaginons que ce ne soit pas un frein, mais au moins un halt. De facto, on s'oppose pendant plusieurs mois. Et l'approche de ce bouquin montre que quelque part, un parent, donc pas juste aux mamans, mais un parent, homme ou femme, c'est le meilleur des managers parce que c'est quelqu'un qui apprend à gérer l'imprévu, l'impondérable, à trouver des solutions et surtout à tirer les autres vers le haut. Et j'ai trouvé ce parallèle justement entre l'expérience de la vie privée et l'expérience de la vie professionnelle, un regard très pertinent et enrichissant qui permet également de faire tomber certaines barrières. On n'est pas fait pour être mis dans des cases et on n'est pas fait pour fonctionner avec des choses qui nous enferment, mais au contraire, il faut apprendre à dire j'ai appris cette chose-là, j'ai vécu cette chose-là, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle, comment je m'enrichis tant que personne et comment cet enrichissement peut détendre sur, par exemple, effectivement, le management de mes équipes. MAM, Maternity as a Master, Ricarda Zezza. C'est ça, exactement. Visiblement, il y a également des programmes d'accompagnement, une application, donc ça a été, ça s'est pas mal développé a priori. Je serais surpris que ça n'ait pas été traduit. Mais donc, Maternity as a Master. Et moi, je viens de me commander la semaine dernière, donc je vous en ferai un retour, un livre qui s'appelle Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Donc, un livre intéressant sur un peu la place de la femme dans l'histoire et dans le récit notamment de l'histoire. Et donc, je vous ferai un retour. Je l'ai commandé la semaine dernière. Je vous ferai un retour dès que je l'aurai lu. Myriam, merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé pour ces 48 minutes passées ensemble. C'était fort instructif. J'invite vraiment toutes les professionnels de l'immobilier que ça intéresse à te contacter ou à me contacter. Bref, pour la mise en relation, s'il y en a qui souhaitent développer certaines initiatives localement auprès d'autres partenaires professionnels de l'immobilier dans leur territoire respectif. Merci beaucoup, Sébastien. Ça a été vraiment un moment fort agréable et je vous dis à très vite et merci à tous et à toutes pour votre écoute. Merci à tous encore une fois de votre présence à cet Expresso de Rassemblement. On se retrouve la semaine prochaine, mardi 9h avec Guillaume Galland. On parlera enchères immobilières, donc
mode de commercialisation alternatif qui commence à prendre sa part de marché aussi. Donc, on discutera avec Guillaume de ce vaste sujet que sont la vente aux enchères de biens immobiliers hors saisie, bien sûr, en parlant de commercialisation un peu spécifique. Donc, je serai ravi de vous retrouver mardi prochain à 9 h pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblement. En attendant, passez une très, très belle semaine. On se retrouve ici ou ailleurs. Merci Myriam, merci à tous. Merci à vous. Ciao. À bientôt.